Bien. Oui, ça marche, parfait. Bah, je vous préviens, vous êtes filmé. Donc, on vient de nous prévenir également. Ça sera disponible en podcast sur le site des Rendez-vous de l'Histoire, juste à la fin du festival, quoi. Voilà. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Bétourné pour un gros livre formidable qui s'appelle L'Esprit de la Révolution française. Ne vous attendez pas à un ouvrage, j'allais dire, trop universitaire, qui fait fantasmer un petit peu les analyses et tout ça. C'est un récit. Alors, je disais, Olivier Bétourné, juste avant, je préférais le prévenir pour qu'il ne me réfute pas immédiatement, que ça me faisait penser aux ouvrages des anglo-saxons. Il raconte l'histoire, il mélange les analyses, il mélange les sources écrites, les témoignages, etc. Et donc, il y a un plaisir, quelquefois, chez les historiens anglo-saxons de raconter, de récits qu'on ne retrouve pas toujours chez les historiens français. Mais là, on a un historien français qui a le plaisir de raconter. Alors, c'est donc Olivier Bétourné, bonjour. Donc, vous êtes historien, vous avez dirigé longtemps les éditions du Seuil, donc vous publiez en fait dans votre maison. Vous présidez également l'Institut Histoire et Lumière de la Pensée, et vous aviez publié en 1989 avec Aglaïa Artigue Penser l'histoire de la Révolution, 2 siècles de passion française. Là, c'était en plein bicentenaire de la Révolution française. Par rapport à ce premier livre et ce deuxième livre que vous sortez, donc plusieurs décennies après, qu'est-ce qui a changé dans votre regard de la Révolution française ? Je crois que l'époque a complètement changé. Ceux qui ont vécu le bicentenaire se souviennent bien sûr des affrontements violents qui tournaient autour de l'historiographie. François Furet était un peu le maître d'œuvre de ce bicentenaire, mais contesté sur sa gauche par Michel Vauvel. Des historiens plus républicains comme Maurice Agulon, je dis républicain, c'est-à-dire une gauche plus modérée que celle de Michel Vauvel, occupaient une position un peu centriste. Et on était, au fond, tradition historiographique contre tradition historiographique. Le propos que j'avais eu à l'époque, en 2 mots, était au fond de rendre compte de la façon dont notre époque regardait la Révolution, en mettant ce regard en parallèle avec celui que toutes les époques ont porté sur la Révolution, et qui est toujours un regard différent. Et pourquoi est-ce un regard différent ? Tout simplement parce que la conjoncture politique, la réalité politique de la Restauration à la Ve République a des motivations diverses de regarder un événement qui est un peu la matrice de la politique contemporaine en France. D'où cette idée au fond, de raconter l'histoire de l'histoire et comment, à chaque époque, on regardait, on analysait et on pensait la Révolution française. Mon point de vue était très critique sur François Furet, tous les lecteurs le savent. Je suis d'ailleurs demeuré très critique à l'endroit de François Furet, mais le propos n'est pas là du tout dans ce livre-ci, puisque cette fois-ci, je construis une sorte de récit que j'espère enrichi par un point de vue original, on y viendra peut-être tout à l'heure, sur l'ensemble de l'événement révolutionnaire, et en mobilisant des facteurs, des réalités historiques qui, me semble-t-il, n'avaient pas été mobilisés. Dire avant moi est un peu prétentieux, donc je ne le dirai pas, mais en tout cas, je suis peut-être l'un des acteurs de ce renouveau historiographique-là, appliqué à la Révolution française. Parce que les œuvres canoniques ou les historiens que vous venez de citer, bon, vous les citez, hein, donc vous tenez compte des travaux récents. Donc, bon, il y a Mona Ozouf, François Furet, effectivement, vous le citez quand même, Michel Vauvel, Alphonse Hollard, que vous connaissez bien, Robert Darnton, l'historien américain aussi, qui avait beaucoup travaillé sur la censure pendant cette période-là. Patrice Guénifé, Albert Mathiez, Mazorik, Albert Soboul, qui était qui avait une vision très marxiste de la Révolution française. Et on a l'impression dans ce livre qu'en fait, donc, comme vous le disiez, vous voulez retourner aux sources. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'extraits, de procès-verbaux, de témoignages, pour éviter justement l'assèchement de ce récit dont sont coupables quelquefois des œuvres canoniques. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on s'aperçoit que la Révolution française, qui a duré quoi ? Ça a duré de 89 à 94, avec évidemment des prolongements après, puisque même sous Napoléon, bon, c'était un empereur et c'était un empire, mais toutes les monarchies étaient liguées contre lui, parce qu'elles voyaient aussi en lui un descendant de la Révolution française. La Révolution française, c'est
un spectre qui a hanté toute l'Europe, hein, pour paraphraser Marx, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a vu encore un candidat aux élections présidentielles récemment qui remet en cause non seulement les Lumières, mais la Révolution française. Donc Furet disait que c'était un objet froid, mais ce n'est pas le cas du tout. Non, non, ça n'est pas un objet froid du tout. Et vous avez raison de signaler que, au fond, ce qui m'intéresse dans cette affaire, outre le récit proprement dit, parce qu'il faut quand même accepter que l'historien ait du plaisir à écrire. Je le dis parce que les historiens revendiquent pas si souvent que ça, ce plaisir-là. Et il n'est pas coupable. Georges Lefebvre disait « l'histoire est d'abord récit ». Et elle est récit pour le plaisir du lecteur, pour le plaisir de comprendre aussi les choses les plus difficiles du point de vue, par exemple, de la philosophie politique. On peut le faire passer beaucoup plus facilement par un récit. Non pas en édulcorant la théorie, non pas en édulcorant la philosophie, mais en l'humanisant en quelque sorte, en la faisant passer par l'expérience humaine et par les débats humains. Et que j'essaie en effet de restituer, notamment dans la troisième partie du livre, qui est une partie qui est entièrement narrative et qui prétend raconter la Révolution depuis l'ouverture des États généraux jusqu'à la chute de la fermeture du Club des Jacobins en novembre 1994, et qui précisément me voit m'installer tous les soirs à 18h au Club des Jacobins. Voilà, je vais m'installer, je les écoute, il y a quand même 5000 pages d'archives qui ont été relativement peu exploitées, il faut bien dire, relativement peu exploitées par les historiens. Il faut dire que ces 5000 pages, il faut quand même se les... Hein, donc voilà, se les coltiner. Et j'ai pris un plaisir fou à lire ça. Il y a des procès-verbaux, il y a des pamphlets royalistes, il y a des notations un peu, ici et là, un peu perdues, apparemment perdues. Il y a des témoignages absolument extraordinaires et parfois bouleversants de drôlerie et d'émotion, tout simplement. J'ai souhaité observer ces gens dans l'action, dans leur milieu, dans la préparation, car c'est là que se préparent toutes les différentes séquences révolutionnaires, depuis la monarchie constitutionnelle jusqu'à l'institution du gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire la terreur. On passe par tous les épisodes, on croise tous les leaders, et on observe, et on les voit faire. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est pas de lire, je ne sais pas, pas de lire Michelet, c'est une lecture admirable. Et si j'avais à vous recommander une chose, c'est de lire Michelet, parce que ça, c'est le bonheur absolu de lecture. Mais ça n'est pas de relire tel ou tel historien, c'est de produire, au fond, un savoir nouveau, fondé sur une approche que seul le XXIe siècle, peut-être, peut générer, c'est-à-dire fondé à la fois sur les idées, et on y reviendra certainement tout à l'heure, l'idée de souveraineté qui est au cœur de cette affaire, mais également, bien sûr, sur les forces sociales qui ont porté ces idées. Et puis, et c'est là que j'ai vraiment beaucoup travaillé, c'est également sur les acteurs qui ont mis en œuvre ces idées. Alors, on va y venir un peu plus tard là, sur les acteurs, juste après, mais... les États généraux ont été convoqués par le roi en mai 1789. Ensuite, il y a des élections. Il convoque les 3 États, donc le tiers-État, la noblesse, le clergé. Et puis, en quelques jours, au mois de juin, tout va basculer. Hein, le 17 juin, l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous racontez comment, tous les débats qu'il y a eu, comment appeler cette Assemblée. Hein, et finalement, Assemblée nationale, c'est celui qui l'a trouvé. Bon, on a dit, ah bah oui, c'est formidable, quoi. Le 20 juin, on a le serment du jeu de paume. Le 23 juin, désobéissance au roi. Le 4 août, l'abolition des privilèges. Au départ, le tiers-État devait se réunir dans la salle des menus plaisirs à Versailles. Et puis finalement, elle a été fermée, donc ils se sont rabattus sur le jeu de paume. Mais en quelques jours, c'est ça qui est incroyable, il y a eu un basculement de souveraineté. Le roi n'était plus l'incarnation de la souveraineté, mais c'était le peuple. Mais avant... vous revenez un petit peu sur les débats et notamment les réflexions qu'il y avait sur l'État dans l'Ancien Régime. Oui, alors ça c'est capital. C'est ce que j'appelais l'idée de souveraineté, qui va vraiment, je dirais, porter les débats dès l'ouverture des États généraux, mais même dans les 6 mois qui ont précédé. Il faut savoir que dans les 6 mois qui précèdent, plus exactement d'ailleurs de novembre 88 à mai-juin 89, quand je dis 88-89, c'est 1700. Hein. C'était des formations professionnelles. Et donc, pendant ces mois-là, des pamphlets sont publiés, des pamphlets souvent d'une qualité tout à fait remarquable.
alors Jean-Joseph Mounier, alors Rabot-Saint-Étienne, Barnave, etc., etc. Ils sont évidemment CIS, qu'est-ce que le tiers-État? Ils sont 5 ou 6 à vraiment développer une perspective tout à fait nouvelle sur la société. Tous ces textes, extrêmement radicaux, sont portés par l'idée de souveraineté. Il faut contester à la légitimité de droit divin, il faut lui apporter la contestation par la souveraineté du peuple. Cette affaire, le plus souvent, on regarde cette histoire comme une sorte de création, de débat du milieu du XVIIIe siècle. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Car, pour le coup, et pour reprendre l'expression que vous employiez tout à l'heure, il s'agit d'un concept chaud. Et un concept chaud, c'est un concept qui est habité, qui est forgé, qui a été frotté en quelque sorte à l'histoire, et une histoire extraordinairement violente. Lisant ces références dans ces textes pamphlétaires, j'ai décidé de retourner aux sources de la souveraineté et notamment de la souveraineté du peuple. Et ma grande surprise, car je vous assure qu'en commençant cette recherche, je ne m'attendais pas du tout à trouver ce que j'ai trouvé, c'est que le débat, il est médiéval. Autrement dit, c'est à partir de la théorie de la monarchie française que se développe, dès le XIIe siècle, de véritables débats autour de d'où ça vient le droit divin. Qu'est-ce que le peuple a à faire là-dedans? Est-ce que les lois fondamentales de la monarchie sont une création totale ou est-ce qu'elles sont héritées de quelque chose d'autre? C'est un débat entre légistes, mais un débat qui va prendre une force et une puissance les siècles passants tout à fait incroyable. Il y a dans cette affaire, on ne va pas faire la conférence là-dessus, mais je voudrais quand même le signaler parce que c'est vraiment important, Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, renouant en quelque sorte avec la tradition aristotélicienne, va remettre le peuple dans le jeu, théoriquement. Jusque-là, le roi était le représentant de Dieu sur terre. C'était très simple. On avait apporté quelques amendements, mais c'était ça l'idée. Et lui, il va dire, oh là là, mais attendez, il y a le Dieu, il y a le roi, mais il y a aussi ce qu'il appelle la nation. La nation, c'est un contour extrêmement flou, mais c'est une sorte d'intermédiaire entre le roi et Dieu. Et autrement dit, cet élément va perturber toute la perception qu'on a du droit divin. Il va être un peu le ferment à partir duquel l'idée de souveraineté du peuple va se développer. Et ce qui est passionnant, j'arrête avec les développements théoriques et de philosophie politique, parce que, encore une fois, c'est passionnant, on y passerait trop de temps. Ce qui est passionnant, c'est que les guerres de religion vont s'emparer de cette question et contester au roi, du point de vue protestant et du point de vue catholique, donc des deux côtés, du côté de la Ligue et du côté des protestants, vont contester au roi son statut de droit divin, en s'appuyant sur cette idée de souveraineté. Incroyable. Vu les massacres à partir de 1572, la Saint-Barthélemy, et les années qui s'en suivent, vu ensuite la Fronde, vu ensuite la monarchie absolue qui, elle, prétend en finir absolument avec toute contestation de la souveraineté de droit divin, ce concept arrive au milieu du XVIIIe siècle, chargé d'une violence, et d'une violence qu'on ne mesure pas. Et moi, je l'ai mesuré à travers ces pamphlets. Autrement dit, et pour revenir à votre remarque, oui, lorsque s'ouvrent les États généraux, et que les orateurs, à commencer par Mirabeau, parlent de souveraineté du peuple, c'est une charge symbolique qu'on ne mesure pas quand on se contente de lire les philosophes du milieu du XVIIIe siècle. Alors, oui, on va en venir aux hommes. Parce que ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'était en 1930, Daniel Mornay avait écrit un gros livre sur les origines culturelles de la Révolution française. Ensuite, il y avait Roger Chartier qui a repris le même sujet. Daniel Roche avait étudié des sources notariales, notamment, et les legs, pour examiner le contenu des bibliothèques des magistrats, des avocats, etc. Et il se rendait compte, par exemple, que les œuvres de Jean-Jacques Rousseau étaient moins importantes que des œuvres de théologie ou des œuvres juridiques. Et en fait, quand je parlais du surgissement invraisemblable de ces journées, il y a une incarnation des hommes. Hein. Alors, je vous cite un passage donc, que vous citez aussi, c'est Robespierre, dont on va parler évidemment, qui s'adresse aux mânes de Jean-Jacques Rousseau. Appelé à jouer un rôle au milieu des plus grands événements qui aient jamais agité le monde, assistant à l'agonie du despotisme et au réveil de la véritable souveraineté, près de voir les orages amoncelés de toutes parts et dont nulle intelligence humaine ne peut deviner tous les résultats,
Je me dois à moi-même, je devrai bientôt à mes concitoyens compte de mes pensées et de mes actes. Ton temple est là, devant mes yeux. Je veux suivre ta trace vénérée. Dussé-je ne laisser qu'un nom dont les siècles à venir ne s'informeront pas. Heureux si, dans la périlleuse carrière qu'une révolution inouïe vient d'ouvrir devant nous, je reste constamment fidèle aux inspirations que j'ai puisées dans tes écrits. Alors on va revenir évidemment après sur Robespierre et notamment sur sa fin, mais on l'a souvent présenté comme l'incarnation de l'idée, avec un I majuscule, l'idée de la Révolution française, et là on voit que c'est un petit peu le cas. Ah, complètement. Complètement. On voit d'ailleurs, ce texte est un texte vraiment magnifique. Il n'a jamais été... comment dirais-je, reproduit dans son intégralité. À dire vrai, on ne sait pas s'il n'y a pas une suite ou s'il n'y a pas un début. Mais c'est autographe, hein, donc c'est pas apocryphe du tout. On est sûr de l'origine du texte. Maintenant, c'est un texte complètement prophétique, bien dans le style de l'époque, c'est-à-dire qu'on annonce déjà ce dont on est porteur et ce qui va advenir, en quelque sorte. Ce que, évidemment, Robespierre ne peut pas savoir, c'est qu'il sera l'un des accoucheurs, sinon l'accoucheur principal, de l'idée de souveraineté dont il est en train de parler. Et il est complètement habité par la conceptualité du contrat social et par, de façon générale d'ailleurs, l'œuvre de Rousseau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, c'est-à-dire dans ces années-là, dans les années où il écrit son texte, Rousseau est très très peu lu. Il n'est lu que pour ses romans. Lorsque paraît le contrat social en 1862, c'est l'année où paraît l'Émile. Alors l'Émile, c'est un roman pédagogique, c'est le cas de le dire, mais reste un roman quand même, c'est un texte littéraire, d'édification, je ne sais pas comment il faut dire. C'est un succès immédiat. Mais le contrat social, il est saisi en douane, puisqu'il a été imprimé en dehors des frontières françaises, et il est saisi immédiatement par le bon monsieur de Malesherbes, c'est-à-dire la librairie, ce qu'on appelle la librairie, qui est l'organe de censure de la monarchie, et tous les exemplaires sont saisis, à l'exception de 16 exemplaires. Et autrement dit, il faudra attendre l'ouverture des États généraux et le 14 juillet, et les premiers affrontements, et la violence s'installant, la radicalité s'installant sur la scène publique, pour que des imprimeurs prennent le risque de le rééditer en France. Et en 1791, je ne sais plus qui, mais je crois que c'est Rétif de la Bretonne, qui signale que le livre est le livre le plus lu par le peuple. Pas seulement par les élites, mais par le peuple. Autrement dit, tout le monde a lu son contrat social. Et le contrat social, c'est la théorisation, c'est la théorie de la souveraineté du peuple. Donc, c'est en effet un enchaînement incroyable de circulation d'idées, d'incarnation et de prise en charge par des personnalités, en l'occurrence Robespierre, mais pas seulement lui, et également dans le cadre d'une situation sociale, d'une situation de contradiction économique et sociale, qui ont pris un tour extraordinairement violent en France. Idées, contradiction sociale, action des hommes pour faire passer ces idées dans la réalité, dans la vérité en quelque sorte, ce sont les trois termes que j'essaie de mettre et de signaler à l'attention des lecteurs de cette révolution revisitée. Alors, les hommes. Donc, on a d'entrée de jeu 6 personnages en quête d'histoire, en quelque sorte. Hein. Barnave, Pétion. Alors, Pétion, il est intéressant parce qu'il était contre l'arbitraire, mais en même temps contre la dépravation morale. Hein. Sieyès, bien sûr. Lafayette, Robespierre, on va y revenir. Et Mirabeau. Alors, Mirabeau, vous en faites un portrait absolument invraisemblable. C'est un sacré personnage, le comte Labourasque, comme on l'appelait, et donc le mémoire de Bailly. Alors Bailly, c'était un député, mais c'était le premier maire de Paris, il me semble. C'est ça, oui, absolument. Bailly écrit ceci. Mirabeau joignait aux talents naturels qui font les orateurs une étude réfléchie de l'art oratoire. Il savait que l'homme de génie parle encore plus au sens qu'il ne parle à l'esprit. Ainsi, son geste, son regard, le son de sa voix, tout, jusqu'à sa manière de se mettre et d'arranger ses cheveux, était calculé sur une connaissance approfondie du cœur humain. Son éloquence rude, sauvage, mais rapide, animée, remplie de métaphores hardies, d'images gigantesques, maîtrisait les délibérations de l'Assemblée. Son style dur, rocailleux, mais expressif, abondant, gonflé de mots sonores, il aimait bien les adjectifs, hein, semblable à un fort marteau dans les mains d'un artiste habile, façonnait à ses volontés des hommes qu'il ne s'agissait pas de convaincre, qu'il fallait étourdir, subjuguer. Mirabeau leur imprimait toutes les formes, tous les mouvements, toutes les passions. Il est formidable, ce personnage. Alors, il est tout à fait stupéfiant. Et il mérite qu'on s'y arrête 2 minutes. Vous faites bien de prendre cet exemple-là
des 6 personnages dont je brosse en quelque sorte, je dirais, c'est le roman d'apprentissage de ces 6 hommes. Encore une fois, ce sont les 6 leaders successifs des Jacobins. Donc c'est important de les voir dans leur jeunesse, les voir se développer et de voir dans quel état ils sont au seuil de la Révolution. Comment la Révolution va les transformer et comment eux-mêmes transformés transformeront la Révolution. C'est ça, s'attacher à la subjectivité des personnages. C'est pas simplement la psychologie sociale ou la mise en scène de l'action des uns et des autres. C'est comprendre ce qu'ils sont, leur structure, et les raisons pour lesquelles leurs actions sont prises également dans ces structures-là et relèvent de ces structures subjectives. C'est ça que je me suis efforcé de faire. Je reviens sur un événement que vous avez évoqué, mais peut-être en passant un peu vite, c'est le 23 juin. Le 23 juin, donc, l'Assemblée nationale a été proclamée, le serment du jeu de paume a été effectué, donc le 17 pour l'Assemblée nationale, le 20 pour le jeu de paume, et le 23, le roi, qui devant ce spectacle de radicalisation et l'annonce de cette souveraineté nouvelle, décide d'en finir. Il décide d'en finir d'abord, je dirais, calmement, c'est-à-dire pas en mobilisant l'armée, ça ce sera pour plus tard. Dans un premier temps, il va vouloir en finir. Et il organise une réunion, ce qu'on appelle un lit de justice, dans la salle des menus plaisirs à Versailles, donc là où se réunissent les États généraux, et il va dire tout ce que vous avez dit jusqu'à présent, l'Assemblée nationale, votre serment, n'a aucune valeur et consistance juridique. Je considère que c'est nul et non avenu, et voilà comment nous allons nous y prendre pour restaurer le pouvoir absolu du roi, le pouvoir absolu de droit divin, etc. C'est un coup de force absolument incroyable. Les 3 ordres sont réunis dans la salle, et à la fin du discours, le roi demande au marquis de Brézé, qui est le monsieur, le maître des cérémonies de Sa Majesté, de faire évacuer la salle, puisque chacun est appelé à délibérer par ordre. Et vous avez bien compris, vous savez bien qu'il y a 3 ordres, si on délibère par ordre, il y en a 2 contre 1. Voilà. Alors on a doublé le nombre de députés du tiers État, mais évidemment, si on ne délibère pas tous ensemble, ça ne sert absolument à rien. Et ça, tout le monde l'a bien compris très vite, et par conséquent, il y a un acte de résistance, le tiers État refuse d'évacuer la salle. Le marquis de Brézé est complètement étonné, c'est la première fois, c'est un défi incroyable lancé au roi. Il s'approche de Bailly, et Bailly, solliciter le témoignage, renvoie assez comme ça du geste vers Mirabeau. Parce que Mirabeau est déjà le tribun, un conseil, une voix de stentor dans cette salle, tout de même où sont réunis plus de 2000 députés, 1200 tiers États, plus 600 clergés et 600 noblesses. Parler dans une salle de 2000 personnes, avec une voûte absolument insensée et une absence totale d'acoustique, il n'y en a qu'un qui peut le faire, c'est lui. Donc il a déjà cette autorité. Le marquis de Brézé s'approche, le Mirabeau se lève de son siège, s'appuie sur son siège et se lève, se dresse devant lui et lui dit « Monsieur, allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes ici par la volonté du peuple et que nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. » Vous connaissez tous le truc. Cette phrase institue la souveraineté du peuple en France le 23 juin 1789. Alors, on peut dire, mais oui, très bien. Et alors ? Et alors, ce que je voudrais faire comprendre dans mon livre, c'est que ça ne vient pas de n'importe où. Et que si on veut comprendre comment s'est instituée, en effet, cette souveraineté du peuple en France, alors il faut comprendre d'où vient Mirabeau. Et là, vraiment, j'y passerai volontiers 20 minutes, mais on n'y arriverait pas, mais je voudrais quand même dire 2 choses. C'est qu'il faut que vous ayez en tête que cet homme, qui est évidemment de noblesse un peu apprise au XVIe, XVIIe siècle, c'est-à-dire un peu une noblesse pas très claire du sud de la France, de Provence, a été répudié par son père, a été maltraité par son père, a fait 5 ou 6 années de prison, successivement à l'île de Ré, au château d'If, là où était le comte de Monte Cristo, si on en croit Alexandre Dumas, à Pontarlier, au fort de Jouy, et puis à Vincennes, où il est quand même le compagnon de cellule du marquis de Sade. Or, avec le marquis de Sade, il a en commun une jeunesse absolument inouïe en dehors des brutalités de son père. Sa mère était prise de convulsions érotomaniaques sur le tapis de la maison. Ça, c'était sa mère à lui. La mère de son père, le fameux Victor, l'ami des hommes, qui le maltraitait,
étaient prises également du même type de convulsions érotomaniaques. Si vous passez à côté de ça, vous ne comprenez rien à Mirabeau, qui est un mélange de souffrance, de revanche sociale, de sentiment d'infériorité, de volonté d'affirmer sa supériorité depuis cette expérience de maltraitance, qui jouit également de tous ces éléments-là. Car cette dimension de jouissance qui fait de lui indiscutablement un grand pervers au regard de la nosographie, disons, post-freudienne, et ça aussi, pour le coup, y comprendre quelque chose, il faut introduire toutes ces connaissances, je dirais, théoriques que nous ont apporté la fin du 19e et le 20e siècle. Michelet ne pouvait pas raconter ça comme ça parce qu'on n'avait pas la conceptualité et la capacité d'entrer dans ces considérations-là. Mais si on ne prend pas ça en cause, on ne comprend pas pourquoi ce type prend une espèce de revanche, de revanche sur son sort et sur tous ceux qui l'ont, au fond, traité, conduit à se rebeller de cette façon, et il est prêt à vouer, et il le fait, aux gémonies, le droit divin, c'est-à-dire le droit absolu que le roi prétend exercer sur les hommes. On dirait il les envoie à faire foutre, vulgairement, mais c'est encore plus que ça. Mais je reviens là-dessus parce que, en fait, la plupart, quasiment la totalité des députés de plusieurs États étaient monarchistes. Donc, pendant toute la Révolution française, ils vont se demander que faire du roi. Hein. Mais ce qui est important dans ce que vous venez de dire aussi, c'est qu'on réalise que celui qui a le pouvoir de la parole, il a le pouvoir tout court. Dans les différentes descriptions que vous faites des assemblées, je pensais à la façon dont Abel Gance avait filmé, vous savez, les grandes assemblées. Alors, il avait attaché une caméra à une balançoire, et donc la balançoire allait comme ça, et on avait l'impression qu'il y avait une houle, il y avait une ferveur, il y avait un enthousiasme populaire qui était exceptionnel. Et l'art oratoire, il y a un orateur qui arrive à la tribune, il est hué, mais après, il peut être applaudi, il peut être acclamé. Oui. Alors, il faut avoir en tête, bien sûr, que de ces premières journées de la Révolution, Bailly, qui est le président de l'Assemblée nationale nouvelle, apprend jour après jour son métier de président. Mais les députés apprennent aussi leur métier de député jour après jour. Au début, la noblesse accepte tellement peu que de se voir, au fond, rangé au rang commun, que à un moment donné, ils se lèvent et disent « Bon, ben maintenant, la séance est levée ». Ils considèrent que c'est à eux de prendre l'initiative de l'organisation des débats, de la clôture, etc. Et évidemment, Bailly est sans arrêt amené à leur dire « Non, attendez, c'est moi le président et c'est pas vous ». Donc, oui, donc s'invente des procédures démocratiques et parlementaires qui n'existent absolument pas. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que ça s'invente dans disons, une sorte le mot bordel va pas, mais oui, c'est une espèce d'anarchie absolument incroyable et qui fait une rupture inouïe avec le modèle anglais, où les gens sont absolument bien organisés, où on ne dépasse pas de son siège, pas se lever dans n'importe quelle condition. Là, les gens se lèvent, ils vont d'une travée à l'autre, et ils se promènent, et ils s'invectivent, ne se battent pas. Il y a des huissiers qui passent sans arrêt dans les travées pour maintenir un peu de calme. Mais l'idée qu'on puisse se lever, l'idée qu'on puisse aller, au fond, interpeller quelqu'un près de son siège, l'idée qu'on ne se contente pas d'être à la tribune, est une idée qui ne choque absolument pas et qui va fonder le parlementarisme à la française, et qui est un parlementarisme très à part, parce qu'il est sous l'œil du peuple. Le peuple, c'est le souverain. Et le souverain, il exerce sa surveillance. Il a élu, mais cette élection ne donne pas tout le pouvoir à celui qui représente, au mandataire. Et il entend conserver ce contrôle-là. Par parenthèse, je fais là une chose un peu... Bon, je ne sais pas si l'historien peut s'autoriser ce genre de choses, mais comme je le fais dans le livre, je vais le faire comme ça. Les Gilets jaunes d'il y a 2 ans, 3 ans, en demandant le référendum d'initiative citoyenne, ils ne faisaient pas autre chose. Hein. Ils sont complètement, sans le savoir d'ailleurs, dans cette tradition de revendication. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. On a parlé des cahiers de doléances. Ah oui, il n'y a qu'en France qu'on voit ces espèces de mouvements assez spontanés de gens habités par une mémoire dont, à mon avis, ils n'ont pas conscience. Sauf que de temps en temps, on voyait réapparaître les symboles de la Révolution, voire même quelques guillotines que j'ai cru apercevoir ici ou là. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et donc voilà, tout ça, c'est constitutif d'une certaine tradition de la démocratie française et d'une mémoire qui est toujours actuelle.
à l'évidence toujours actuel. Oui, mais alors vous insistez sur l'importance des clubs. Hein. Il y a beaucoup de clubs, on a l'impression que ça fonctionne comme des assemblées parallèles, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, avec des transfuges, par exemple. Bon, il y a les Jacobins, mais il y a le Club 89 qui se constitue en essayant d'agréger, je dirais, des intellectuels pour que les débats soient plus constructifs. Mais le peuple, il y a quoi? La France est à plus de 80% rural. Il y a une alphabétisation qui est en progression, mais en fait qui est encore assez mince. Qui c'est le peuple? Comment le déterminer? Comment le définir? Comment l'identifier? Alors, il a eu l'occasion de se manifester avec en faisant quand même beaucoup de bruit autour du 14 juillet, autour du mois de juillet. Georges Lefebvre a publié le grand historien Georges Lefebvre a publié un très grand livre, La Grande Peur de 1789, et qui raconte comment les rumeurs venant de Paris ont développé toutes sortes de courants complotistes, de mise en scène un peu fictive, un peu imaginaire, un peu fantasmée, un peu fantasmatique, qui ont mis les campagnes à feu et à sang. Alors, c'est une façon évidemment plus que brouillonne d'entrer en révolution, mais ça n'était pas non plus les premières manifestations d'hostilité à la monarchie et évidemment à celui qui perçoit les rentes féodales et les impôts royaux. Ce qui est absolument certain, c'est qu'après le 14 juillet, cette grande peur se transforme, pour aller vite, je dirais, en guerre au château, s'appuyant sur des traditions rurales extrêmement ancrées, comme la tradition du mai. On plante un arbre de mai, et on le cultive et on l'entretient. Et bien sur ce mai, on n'accroche plus les symboles de la fécondité des femmes, mais on accroche désormais des menaces adressées directement au châtelain pour lui dire: si tu ne cèdes pas et si tu ne nous rends pas au fond notre liberté, si tu ne restitues pas tes droits de perception féodale, alors tu peux être sûr qu'on foutra le feu au château. Et alors, plus souvent qu'à leur tour, les paysans ont véritablement mis le feu au château pendant ces années de juillet. Comme ils l'avaient fait au XVIIe siècle déjà avec toutes les révoltes populaires. Mais là, évidemment, avec une perspective d'action et encouragée par ce qui s'est passé à Paris. Et dans la pleine conscience que la liberté, c'est l'égalité des droits en quelque sorte, c'est bien de ça qu'il s'agit aussi. Et donc, les paysans agissent et prennent une conscience incroyable de cette nécessité d'œuvrer en quelque sorte en faveur de ce vaste courant de revendication de liberté. Et ce qui me paraît très notable, c'est qu'ils le feront de façon, au-delà même des questions de perception des droits féodaux, ils le feront en abolissant les frontières entre les provinces, les frontières entre les différents pays, vous voyez, avec les traditions qui opposent les différentes régions de France, les différents pays, les différentes localités, pour unifier. Et quand je dis les paysans, ce sont vraiment les paysans. Et ça, c'est extraordinaire, c'est un mouvement complètement spontané qu'on a trop oublié. Louis Blanc en rend compte magnifiquement, Michelet aussi. Il y a quelques écrivains comme ça, quelques historiens qui en rendent compte vraiment, vraiment magnifiquement, mais c'est en tout cas absolument capital. Pour les masses urbaines, la prise de conscience est plus tardive. Elle est plus tardive pour des raisons qui tiennent à la formation, à la diffusion de la capacité des masses elles-mêmes à s'organiser. C'est pas facile de s'organiser quand on est porteur d'eau, quand on est petit métier de la rue, quand on est ouvrier en chambrée, quand on est totalement déconsidéré socialement. On n'a pas d'argent, on n'a aucun moyen, on n'a pas de lieu de sociabilité. Là, je parle des premières années de la Révolution. Je ne parle pas évidemment de ce qui se passera en l'an 2. Et c'est un apprentissage très progressif. Le véritable déclic, c'est le suffrage universel. La déclaration du 26 août 80, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 89 proclame l'égalité des droits et le suffrage est censitaire. Et ça, dans la tête des gens, des masses urbaines, il y a un truc qui passe pas. Comment nous serions le souverain et on ne peut pas voter? Et cette chose-là va travailler jusqu'à l'irruption des masses en question, des masses urbaines, dans les assemblées et jusqu'à ce que le suffrage universel soit proclamé et voté après l'institution de la Convention, donc le renversement de la monarchie. Autrement dit, en France, et ça c'est capital aussi, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, la République, c'est une république des égaux. Non seulement le roi doit être rangé au rang commun, donc il n'y a personne au-dessus de personne. C'est évidemment, vous voyez, c'est un idéal,
C'est une utopie, en quelque sorte. Mais on a coupé la tête de celui qui dépassait pour ça. Donc c'est une utopie qui a aussi son effet. Mais au-delà de ça, pour que chacun soit égal à l'autre, il faut que chacun ait le droit de suffrage au même niveau. Égalité, République des égaux, plus suffrage universel, je dirais que c'est presque la moitié de la culture politique française. Alors pour revenir, non pas à la lutte des classes, qui est un terme qui n'existait pas encore à l'époque, mais au mélange des classes, il y a un témoignage formidable du marquis de Ferrières, qui est disponible d'ailleurs sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale, qui évoque la préparation de la fête de la Fédération, donc de juillet 1790, qui est la vraie célébration du 14 juillet. Les femmes partagent l'enthousiasme et le propagent. On voit des séminaristes, des écoliers, des sœurs du pot, des chartreux vieillis dans la solitude quitter leur cloître, courir au champ de Mars, une pelle sur le dos, portant des bannières ornées d'emblèmes patriotiques. Là, tous les citoyens mêlés, confondus, forment un atelier immense et mobile dont chaque point présente un groupe varié. La courtisane échevelée se trouve aux côtés de la citoyenne pudibonde. Le capucin traîne le haquet avec le chevalier de Saint-Louis, le portefaix avec le petit maître du palais royal, la robuste harengère porte la brouette remplie par la femme élégante et à vapeur, le peuple aisé, le peuple indigent, le peuple vêtu, le peuple en haillons, vieillard, enfant, comédien, sans Suisse, etc., etc., etc. Donc... Et le marquis de Ferrières qui écrit, en effet, ça, est un monarchiste convaincu, hein. Donc il est confronté à une réalité dont il rend compte avec beaucoup de sens littéraire, d'ailleurs, je trouve, mais il n'approuve pas. Donc c'est extraordinaire qu'il le restitue comme ça. C'est très important, cette fête de la Fédération, au-delà de l'événement lui-même, parce que ça témoigne de quelque chose qui est complètement constitutif de ce que nous sommes aussi, de cette culture, cette exception française, en quelque sorte, cette culture politique française, dont 80% des réalités, peut-être même 90%, puise dans la Révolution française son aliment. Ce que je veux dire, c'est que la fête qui réunit tout le monde, en l'occurrence tout le monde, on avait prévu de laisser le peuple un peu à l'écart de cette fête. Hein. Principalement, c'était l'armée, la faillite devait faire le grand Barnum, Talleyrand qui devait faire la messe pour le roi, on devait prêter un serment civique et le peuple devait être spectateur. Et comme vous le décrivez très bien, comme vous le restituez très bien à travers ce que dit le marquis de Ferrières, le peuple, au fond, s'est mobilisé pour organiser la fête. Et pas dans un rapport de soumission au maître, mais dans un rapport de participation et, je dirais, d'égalité. Et cette fête a pris un tour, elle était prévue comme très, très monarchisto-légitime, est devenue une espèce de chose de réunion de l'ensemble des forces sociales. Ce qui est très important dans cette affaire, c'est que un an après le 14 juillet, dans un pays quand même encore très fortement divisé, il y a cette manifestation d'unité nationale. Et c'est un trait français. Vous avez, en septembre 89, l'apparition, la formation de ce qui sera le conflit organisateur de la France politique, la gauche et la droite. Et je dis bien la gauche et la droite. C'est pas une terminologie moderne, enfin contemporaine. C'est à cette époque qu'on appelle la gauche et la droite. Je m'arrête 2 secondes là-dessus. Les membres de la constituante qui sont hostiles au veto du roi se mettent à la gauche du président et ceux qui sont favorables se mettent à la droite. De ce jour-là, la presse parle de gauche et de droite, et de ce jour-là, vous voyez se développer la souveraineté du peuple à la gauche et qui développe évidemment tout ce qui mènera au droit à l'existence et au droit, tout ce qui animera les sans-culottes en l'an 2, et puis à la droite, tout ce qui réagit, tout ce qui résiste à ça. Et le modem, il est où là-dedans Il est plutôt à droite. Hein. Là, il est plutôt à droite. Alors, donc, ça, ce que je veux dire, c'est que cet élément d'unité nationale dans la division la plus assumée, hein, et l'exclusion la plus assumée, c'est la tradition française. C'est ce que nous sommes. Alors, c'est en ça, d'ailleurs, qu'on exaspère tout le monde. Que ce que j'appelais tout à l'heure la tradition française, c'est-à-dire l'exception française, exaspère à l'étranger autant que ça fascine. Parce que c'est fou de voir ce peuple qui, à la fois, peut se déchirer comme des malades et ensuite se retrouver uni autour d'une certaine idée de ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est d'origine la Révolution française. C'est tout à fait un spectacle tout à fait incroyable. J'ajouterais que le Panthéon, je le signale aussi dans le livre, est un des lieux de mémoire
qui fédère en quelque sorte les oppositions. Parce qu'on y dépose évidemment la mémoire de ce que l'on a été et des utopies successives qu'on a développées. Alors on y fait entrer Marat, mais ce jour-là on sort Mirabeau, mais on y fait rentrer un tel et on sort un tel. Aujourd'hui c'est un peu plus organisé, un peu plus systématique. Mais c'est incroyable le mouvement qui est ça. Et ça a été initié en pleine anarchie politique, en plein combat politique. Et c'est ça, cette idée que je voudrais faire passer en quelque sorte, c'est que la Révolution est à la fois évidemment ce grand désordre, mais cette immense construction. Cette immense construction. Et cet esprit de la Révolution que je voudrais avoir restitué en quelque sorte dans ce livre, c'est au fond pour moi un souffle absolument puissant et extraordinaire, mais un souffle, comment dirais-je, pris de mouvements contradictoires entre deux promesses. Une promesse de liberté universelle, et une promesse d'égalité absolue. Aucun de ces deux idéaux ne sera réalisé, mais c'est dans leur tension que les conflits, que les combats, etc. s'organisent pendant ces 5 années de folie qui seront des années de construction extraordinaires pour la France. Alors, à propos de conflits, disons, de divergence sur les femmes, on accorde le divorce aux femmes, mais l'égalité des droits, c'est pas encore ça. Condorcet est pour, bien évidemment, mais alors, on vous citait le témoignage d'un certain Santerre, page 355, je cite, je n'approuve pas. Les hommes de ce faubourg aiment mieux, en rentrant de leur travail, trouver leur ménage en ordre que de voir revenir leurs femmes d'une assemblée où elles ne gagnent pas toujours un esprit de douceur. De sorte qu'ils ont vu de mauvais œil ces assemblées répétées 3 fois par semaine. Toutes ces considérations ont produit des mouvements que j'ai engagé mademoiselle Théroigne de Méricourt à ne pas entretenir plus longtemps en renonçant à ses projets à cet égard. Et c'est drôle parce que l'historienne Martine Reed, l'historienne de la littérature, a publié cette année aussi une biographie de Félicité de Jean Lys. Et elle dit la même chose. Elle dit ce que les hommes nous reprochent, c'est de participer à la vie publique, d'avoir notamment un travail littéraire, mais en même temps de ne pas faire le ménage, quoi. Et elle dit de toute façon, c'est un argument qui est nul, puisqu'on ne fait pas le ménage plus d'1 heure par jour. Donc, voilà. Alors, je voudrais revenir sur le roi. En 91, donc, il y a l'arrestation à Varennes. Alors, ce qui m'avait étonné, j'avais posé la question à Mona Ozouf, qui avait écrit un beau livre que vous citez d'ailleurs sur l'arrestation à Varennes. Le roi est arrêté à Varennes et je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'on puisse le reconnaître? Parce qu'il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de photos. Et elle m'avait dit, mais non, le profil du roi, le visage du roi était connu notamment par les médailles. Là, c'est peut-être l'erreur fatale qu'il commet. Puisque en 93, donc quand j'avais 93, il va être guillotiné. Pourquoi fallait-il absolument que le roi fût guillotiné? Pour que le transfert de souveraineté soit radical? Alors, sacrée question. J'y viens dans un instant, mais d'abord le roi et son arrestation à Varennes. Alors, vous citez un témoignage, d'ailleurs. Il y a une des participantes, il y a un des participants, un accompagnateur, qui pense que c'est, je ne sais plus comment elle s'appelle, Elisabeth, oui. Lui fait un petit peu du gringue, en quelque sorte, oui, pour essayer de lui concilier des faveurs. Oui, mais ça, c'est dans le carrosse. Donc, oui, c'est voilà. Retour. Hein, c'est retour. Oui. Mais à l'aller... non, il n'y a pas de coup monté. Hein. En tout cas, c'est vraiment une arrestation... qui est une arrestation, je dirais, spontanée. On l'a reconnu parce que, j'allais dire, parce qu'il est unique, parce qu'il est le représentant de Dieu sur Terre. Ça, vous n'en avez pas deux, et c'est très difficile de se cacher. Alors, il a un chapeau, qui essaie de le banaliser, en quelque sorte. Mais là encore, ça trompe personne. Au contraire, un chapeau qui ne va pas sur la tête d'un type à moitié poudré, ça va pas. Bon. Et ils ne sont pas si idiots, quoi, dans les relais de poste. Et ils ont vu, quoi. Ils ont vu. Alors maintenant, l'idée, mais on peut s'amuser avec, j'en fais pas du tout état, parce que est-ce qu'il n'a pas fait exprès d'être connu? Je reconnais que c'est une hypothèse très provocatrice, mais il arrive un moment où cet homme, qui est un type... C'est un type intéressant, Louis XVI. Hein. Pas du tout le crétin qu'on a bien voulu peindre. C'est un type qui a un sacré caractère et qui le prouvera devant la guillotine. Vraiment un sacré caractère. Il n'est pas à l'aise avec ses frères. Il n'est pas à l'aise avec Versailles. Il n'est pas à l'aise avec les pairs de France qui lui disent « Mais non, il faut réprimer, il faut dissoudre ce truc, il faut envoyer l'armée, etc. » Et il est là entre les deux. Il ne veut pas être mal compris. Être celui qui a massacré le peuple, être celui dont la postérité, pour ses capitales, retiendra qu'il a, au fond, il a maltraité ceux
qu'il était censé protéger de toutes ses forces. Il y a ça quand même chez Louis XVI, et il y aura ça jusqu'au bout. Alors, l'hypothèse qu'au fond, il n'aurait pas fait très gaffe à ce qu'il se cachait, la façon dont il se cachait, c'est évidemment une hypothèse bien excessive. Mais je la formule pour amuser, pour vous amuser. Non, mais il a mis un chapeau, mais je crois que c'est Louis-Philippe avait mis, il s'était fait appeler Monsieur Smith aussi. Hein, c'est vrai, voilà. Absolument. Maintenant, lorsque vous regardez les conditions dans lesquelles il a quitté le château des Tuileries, en laissant une lettre, là, il affirme « Je quitte le royaume pour rejoindre mes frères d'armes et pour faire en sorte que le royaume de France retrouve sa sérénité. Et par conséquent, l'ordre hanté. » Donc la guerre. Donc la guerre, c'est clair. Donc là, de ce point de vue-là... c'est de la haute trahison. Voilà. Oui. Et vous le dites très bien. C'est de la haute trahison. Je m'appelle Fouquier-Tinville hein, aussi. Voilà. Voilà, c'est en effet de la haute trahison. Et c'est une chose que le peuple ne lui pardonnera pas. Le peuple aimait son roi. Jusqu'à Varennes, donc le 21 juin, le 22 juin, quand il est ramené à Paris, et le peuple aime son roi. C'est une figure extrêmement populaire, de protection. On est toujours dans ce système-là, dans le double système de la souveraineté du peuple et du roi, qui, au fond, s'il accepte de se mettre dans le nouveau système, on continuera à bien l'aimer. Personne ne voit encore que c'est absolument inconciliable. Lui le manifeste. Alors ensuite, on saute quelques 2 ans, ou 1 an et demi, et on le retrouve au pied de l'échafaud. Et pourquoi faut-il que le 21 janvier 1793, il ait été guillotiné? Alors, il se trouve que je suis en train... C'était curieux que vous me posiez cette question, parce que je suis, moi, depuis 8 mois maintenant, je dépouille tous les papiers de ce qu'on appelle son procès, c'est-à-dire ses auditions à la Convention. D'abord, j'étais frappé par le souci extrême qu'ont les conventionnels d'instruire ce procès, d'apporter des pièces précises, d'écarter celles qui sont ambiguës, d'écarter celles que le roi ne veut pas reconnaître. Enfin, il y a un souci juridique qui est fondateur aussi d'une certaine tradition de l'état de droit qui est là, au moment où on va quand même mettre à mort. Donc là encore, une contradiction très vive au cœur du travail des conventionnels. De tout ce que j'ai lu, je crois qu'il y a à peu près, j'ai lu à peu près 350 interventions orales et écrites. Certaines interventions orales ont été imprimées, certaines n'ont pas pu être délivrées à l'oral et donc ont été uniquement imprimées. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est trop compliqué. J'ai été très frappé par le fait que, au fond, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire ce qu'on ne lui pardonne pas, c'est la trahison. La trahison d'État, et qu'on ne veut pas... La plupart des intervenants sont pour l'abolition de la peine de mort. C'est très frappant. Et s'obstinent à expliquer qu'ils sont pour l'abolition de la peine de mort, mais que là, on n'est pas en train de juger au droit civil ou au droit pénal un citoyen ordinaire, mais le roi qui était dépositaire de la confiance du peuple et qui avait pour charge de le protéger. Et que le laisser en vie, c'est prendre un risque, à l'évidence excessif, de voir les forces coalisées de restauration de la monarchie absolue revenir en force et dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui a déjà été tenté et à plusieurs reprises, etc., etc. Je pense que c'est ça la vraie raison. Oui, puis il y a la guerre aux frontières. Je peux vous dire que la façon dont les différents votes, est-il coupable des faits qu'on lui reproche, de quelle peine est-il passible, la mort est votée, et faut-il faire un appel au peuple pour confirmer cette peine, c'est fait dans une atmosphère mais absolument incroyable je dirais, d'angoisse collective. Le silence est un silence angoissé. Je crois que les conventionnels ont le sentiment qu'ils prennent une responsabilité énorme devant la postérité, devant le monde entier. Ils sont encore à penser qu'ils agissent au nom du genre humain et qu'on les jugera, que la postérité du monde entier les jugera. Et prennent-ils la bonne décision ? Nous avons coupé les amarres, le radeau, je ne sais plus qui dit ça, mais il y en a un qui... Enfin, c'est Biot-Varenne. Et oui, on a coupé les amarres et le radeau est au milieu du truc. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Et est-ce qu'on a bien fait de les couper? Ils sont pris d'une angoisse terrible. Donc c'est pas un truc facile. Et c'est surtout pas une décision de massacreur et de sanguinaire. Alors ça c'est un contresens total, vraiment. Dire ça est un contresens total. Alors on connaît tous
la formule de Clémenceau, la révolution est un bloc, mais l'historiographie se déchire un petit peu là-dessus. Est-ce que la révolution, c'est à partir de 89 et les idéaux de 89 qui ont été en quelque sorte dévoyés par la période de la terreur, ou est-ce que la terreur est une suite logique des théories qui ont été développées dès 1789? Là aussi, vous me mettez devant une sacrée responsabilité, mais je vais l'assumer. Alors d'abord, je trouve que la formule de Clémenceau est magnifique, parce que de fait, je considère moi aussi que c'est un bloc. Lui avait en tête qu'il ne fallait pas dissocier. D'ailleurs, l'interpellation à la Chambre, en 1891, c'est que nous le voulions ou non, messieurs, la révolution est un bloc. Donc c'est un machin affirmatif, hein, c'est un machin vraiment combatif. Il le dit de façon... voilà. Et évidemment, il a en tête, arrêtez de m'opposer 93, 89 ou 89 ou 93, tout ça, c'est un bloc. Et le bloc est, comment dirais-je, est rendu nécessaire en quelque sorte par quoi? Par la guerre. Pourquoi la guerre? Parce qu'il faut faire des concessions au peuple si on veut qu'il aille se faire massacrer au fond. Et je vous rappelle qu'à l'époque, l'Europe entière est coalisée, Angleterre, Espagne, Prusse, Autriche, Pays-Bas, toute l'Europe est coalisée, et la Russie, pour réduire cette révolution française à néant. Et que c'est inouï que ce peuple, 20 millions d'habitants, dont quelques centaines de milliers sont sous les armes, armés parfois de façon un peu comme les Ukrainiens aujourd'hui, par parenthèse, c'est-à-dire avec une foi incroyable dans la justesse de leur cause. C'est une comparaison qu'on peut faire. Et gagnant sans les armes américaines, mais par le seul enthousiasme et l'inventivité dont font preuve leurs généraux. Donc ça, c'est complètement capital. Alors maintenant, ça n'excuse pas tout en quelque sorte. Et vous m'interpellez sur 93, la terreur, etc. Je fais partie de ceux qui pensent d'abord que le bloc, l'unité de la Révolution, c'est aussi une unité théâtrale. Et si je rends compte dans la deuxième partie de ces 6 biographies de la jeunesse, ce que j'appelle la jeunesse des Jacobins, qui vont donc de Mirabeau à Robespierre, donc qui font tout le spectre politique de la Révolution, c'est que je pense qu'ils participent d'un même théâtre. Théâtre au sens très fort du terme. Au fond, c'est des passages de relais entre des factions successives qui vont s'éliminer l'une l'autre. Hein. On n'est pas dans la rigolade. Là, on est vraiment dans l'absolu de la politique et dans le risque absolu de l'engagement politique. Ce théâtre-là, cette unité dramatique, c'est en effet mérite qu'on parle de bloc. C'est une unité de lieu, c'est presque une unité de temps. 5 ans, ça va quand même très très vite. Et c'est comme ça. Alors maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en soi, l'exception, le gouvernement révolutionnaire, il est évident qu'il fallait prendre des mesures de cet ordre. Il est évident qu'il fallait centraliser le gouvernement. Il est évident qu'il fallait réduire les conditions dans lesquelles s'exerçaient les libertés fondamentales. Vous ne pouvez pas, en période de guerre, faire comme s'il n'y avait pas la guerre. En Ukraine, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et pourtant, nous soutenons, et nous avons raison de soutenir, peut-être pas le cas de tout le monde, mais j'espère que si, la cause des Ukrainiens, qui est une cause magnifique. Eh bien, les Français ont fait, à cette époque, la même chose. Ce qui, à mon avis, crée plus qu'un problème, c'est la découverte d'une nécessité qu'ils n'ont pas assumée, c'est qu'il faut que la dictature, il s'agissait d'une dictature de salut public, soit limitée par des conditions de droit. C'est-à-dire qu'il fallait une dictature à la romaine, avec des magistrats, que ce soit limité dans le temps, que ce soit limité dans l'espace, que ce soit limité par les conditions dans lesquelles on exerce le pouvoir dictatorial dans une république. Nous avons un article 16 dans la Constitution de la Ve République qui instaure un état d'exception, je vous signale, et qui prévoit toutes ces limitations. Et personne ne va hurler, à gauche, nous l'avons fait un peu, franchement, ça ne résiste pas à l'analyse. Cette Constitution de 58 est une Constitution républicaine, sans aucun doute. On peut s'élever donc contre un carteron de généraux en retraite. Exactement, vous faites très bien la référence. Mais il y a encore autre chose, c'est que ce que les Jacobins de la période ultra, c'est-à-dire de la période ultra-terroriste, n'ont absolument pas mesuré, c'est qu'en libérant toutes les limitations que l'exercice du pouvoir
imposait au peuple, en quelque sorte, en le libérant de toutes ces pulsions de mort, parce que c'est comme ça que ça marche, les sociétés. C'est des pulsions de mort déchaînées et libérées, mais à la tonne, en quelque sorte. Et les institutions, ça sert à les réfréner, à les encadrer. La structure symbolique du pouvoir, ça sert à ça. Là, il faut lire Michel Foucault, hein, c'est vraiment très bien expliqué. Alors, ces conditions-là n'ont pas été instituées, et comment leur a-t-elle été? C'était la découverte de quelque chose, l'invention de quelque chose, en quelque sorte. Et alors, on assiste à un déferlement de violence, de dénonciation de voisins de palier, de tromperie avec ma femme a été machin. On envoie à la guillotine vraiment des types qui effacent. Et là, c'est absolument épouvantable. Alors, Germaine de Staël ou Georges Sand étaient d'accord pour dire que s'il y avait un homme qui incarnait la Révolution et aussi la terreur, c'était Robespierre. Dans les écrits sur la France de Lénine, pareil, c'est Robespierre qui intervient. Et donc, vous parliez tout à l'heure de l'analyse psychologique des personnages. Lui, il s'y prête complètement, parce que c'est l'historien Marc Bloch qui disait « Robespierriste, anti-robespierriste, nous vous crions grâce, par pitié, dites-nous simplement quel fut Robespierre ». Alors c'est curieux parce que dans l'iconographie, on a le député d'Arras, le jeune avocat, qui est un visage un peu poupon, qui a l'air d'un bourgeois apaisé. Et ensuite, très rapidement, on présente des gestes compulsifs. Lamartine, dans l'histoire des Girondins, formidable d'ailleurs, hein, l'histoire des Girondins de Lamartine, ça a été réédité il y a quelques années en 2 tomes dans la collection Robert Laffont, dans la collection bouquins. Il disait qu'il avait une petite tête, mais qu'il avait des tempes qui étaient élargies tellement il y avait d'idées en mouvement dans sa tête. Jean-Clément Martin, donc, que vous citez aussi, raconte toutes les fables en fait qui ont été faites sur Robespierre, qui faisait boire un verre de sang à ceux qui voulaient rentrer chez les Jacobins. Il aurait encouragé une tannerie de peau humaine aussi dans le château de Meudon. Enfin, c'est invraisemblable. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu toutes les invraisemblances et toutes les horreurs qui ont été dites sur Marie-Antoinette aussi. Hein. La sexualité de Robespierre, on ne savait pas trop s'il était impuissant, s'il était homosexuel, mais dans les 2 cas, on disait qu'il avait assisté à des orgies, etc. Enfin bon, c'est invraisemblable. Mais quand il meurt, donc quand il est exécuté, les thermidoriens considèrent que ça y est, la révolution est terminée. Et c'est d'ailleurs pour ça que la légende noire concernant Robespierre est immédiatement diffusée par ceux qui avaient intérêt, qui étaient d'ailleurs souvent les plus radicaux des terroristes de l'an 2. Par parenthèse, hein, les thermidoriens, c'est ceux qui ont le massacré avec le plus de facilité, en quelque sorte. Pas le cas de Robespierre du tout, qui ne souhaite absolument pas multiplier les charrettes. C'est pas son truc. Il a horreur de tout ça. Tout ça lui fait horreur. Simplement, entre ses débuts dans la Révolution et sa sortie de la Révolution, il y a une évolution, d'abord une évolution de l'événement lui-même, une accélération, il y a la fatigue, il y a l'épuisement même des acteurs principaux dont il fait partie. Il y a une complexion particulière de sa personnalité. C'est un type qui est très introverti et surtout qui s'identifie à l'idée. Alors l'idée, c'est quoi? L'idée sur laquelle il se fixe, c'est précisément l'idée dont je parlais tout à l'heure de souveraineté. Vous voyez, par parenthèse, qu'on la retrouve partout. C'est pour ça que j'en ai fait un fil conducteur. Vraiment, elle est du début jusqu'à la fin de la Révolution. Et s'identifiant à cette idée, il finit par considérer que tout ce qui critique la nation le critique lui, tous les adversaires, en quelque sorte, de l'idée de nation le critiquent lui, et tout ce qui le critique lui met en cause l'intérêt de la nation. Et c'est une logique, c'est une descente aux enfers. Ça s'appelle un phénomène de déréliction, c'est-à-dire qu'il perd sa substance au profit de l'idée, en quelque sorte. Et il n'est plus qu'idée. Alors là, je le dis un peu rapidement, mais je le développe vraiment dans le livre parce que ça mérite d'être décrit dans sa symptomatique, en quelque sorte. C'est un cas clinique. Mais attention, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il doit être réduit à cette dimension clinique. Il faut se remettre dans les conditions de l'époque. La peur de l'arrestation, la hantise, les menaces d'attentat. On ne dort pas du tout. Donc, ils ont les yeux brillants. On n'imagine pas aux Jacobins comment ils sont tendus. Le dernier discours de Robespierre, le 8 Thermidor, vous savez qu'il est arrêté le 9 et exécuté le 10, est un truc tout à fait extraordinaire. Je l'ai minuté, ce discours, pour le livre, parce qu'il mérite de l'être. 3h30.
Vous imaginez un discours de 3h30 ? Fidel Castro. Oui, un discours, par parenthèse, qu'il a écrit. C'est ça qui est plus bizarre, parce que je ne sais pas s'il a lu ses notes ou s'il le dit comme ça par... bon. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à un certain moment, d'abord, il n'arrête pas de dire qui suis-je, moi, qu'on attaque. Il se met en scène, en cause, sans arrêt. Il s'auto-justifie. Il passe son temps à dire ça, toute la fin de la Révolution, il l'aura fait. Mais au-delà de ça, il se met d'un seul coup à répéter en boucle ce qu'il a dit au début de son discours. Mais il est en pleine dépression aussi. Mais c'est évident. Oui. Il est en pleine dépression. Il est en pleine dépression. Il est en perte de... Voilà. Et ce que j'appelle la folie Robespierre, c'est ça. C'est la coalescence, la coalition, la convergence de tous ces symptômes, ces manifestations qui montrent un type au bord de l'effondrement, mais dans un certain registre. La personnalité de Robespierre, c'était bien cette identification à l'idée. Ça, je dirais que c'est son trait de personnalité depuis l'origine. Maintenant, ce que je voudrais qu'on retienne, si tant est que j'ai à demander quoi que ce soit, ce serait quand même que le Robespierre des années 90-91 est absolument magnifique. C'est celui qui revendique l'abolition de l'esclavage, la liberté de la presse, l'abolition de la peine de mort, tous les droits auxquels le suffrage universel, pratiquement le premier à l'avoir demandé, donc c'est un combattant des droits absolument hors de pair. Et c'est sous l'effet de cette logique de nécessité que je rappelais tout à l'heure de la guerre, de concession au peuple, indiscutablement, et ensuite de l'identification à l'idée qu'il va s'abolir lui-même dans une espèce de chute finale dont je souhaite retracer avec précision les choses pour qu'on n'accrédite pas la thèse des thermidoriens, qui est une thèse de pure fabrication, comme l'ont très bien montré les historiens que vous citiez tout à l'heure. Là, de ce point de vue-là, je n'invente rien. Alors, y a-t-il dans l'Assemblée un orateur qui voudrait prendre la parole ? Oui. Attendez, j'arrive. Oui, monsieur. J'avais une question par rapport. Il y a un micro là qui arrive. Oui, vous parliez tout à l'heure de survivance presque inconsciente de la Révolution dans le mouvement des Gilets jaunes. Et j'avais une question sur cette survivance dans les élites politiques. On a l'impression, et la polémique un peu sur les journées d'octobre qui vient de se passer, qu'il n'y a presque plus que la gauche radicale pour revendiquer l'héritage de la Révolution. Et on s'en aperçoit vraiment dans le débat public, en termes de référence, c'est très peu présent. Et on a même l'impression, par exemple, qu'un bon nombre de familles politiques, je prends par exemple l'exemple de la droite dite républicaine, qui n'arrivent pas à se penser en termes de filiation d'après avant le gaullisme, on a l'impression qu'on oublie toute une tradition républicaine de la Troisième République. Enfin, quel est cet héritage, hormis dans la gauche radicale ou socialiste, qui continue quand même à revendiquer 89, voire 93, de cette histoire, quand vous parlez de Clémenceau, Clémenceau et même tous les républicains, y compris modérés, revendiquent quand même la Révolution. Aujourd'hui, on a l'impression quand même qu'il y a une absence de ce référent. Vous suggérez, je vous suivrai d'ailleurs volontiers dans ce constat, que au fond, l'esprit de la Révolution française est plutôt porté par les courants de gauche. Je le crois aussi. Ça ne veut pas dire que la droite traditionnelle, la droite conservatrice, appelons-la comme ça, se situe en dehors. Simplement, elle a moins de vivacité à la défendre. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Elle s'inscrit dans cette affaire-là, mais il faut bien comprendre qu'elle est en quelque sorte sortie de l'histoire par ses adhésions, 89 mais pas 93, un peu plus tôt que les autres, et qu'elle n'a fait que contester aux tenants de 93 la légitimité de leur action. Et de ce point de vue-là, je pense que ça rend moins électrique leur prise de position, et moins automatique en quelque sorte. Vous faisiez allusion, à juste titre, aux manifestations des femmes des 5 et 6 octobre, qui est une manifestation absolument magnifique, vraiment magnifique, parce que les femmes, en fait, les femmes ne se contentent pas de dire il nous faut des subsides, il faut manger, on ne mange plus, il n'y a plus rien, on ne peut plus vivre convenablement, mais elles disent aux hommes, vous êtes des incapables. Et je vous assure, parce que toutes les sources l'attestent. Elles se tournent vers les hommes en disant, mais vous êtes incapables d'aller revendiquer vos droits, de faire en sorte que le roi signe l'abolition des privilèges, il ne peut pas signer. Signe la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ne peut pas signer. Eh bien, nous, on va y aller et on va le faire signer. Et elles le font, et elles l'obtiennent. Et elles l'obtiennent.
c'est la première manifestation politique des femmes. Je dirais, pas la première manifestation politique, mais la première manifestation institutionnelle des femmes à cette époque. Et je dois dire que c'est une entrée en fanfare absolument magnifique. Et il faut avoir en tête qu'à l'époque, on leur a, en quelque sorte, déjà refusé le droit de vote. Donc, il faut quand même le faire. Hein. Les hommes n'ont pas brillant. Oui, c'est moi. Oui, monsieur. Je reviens au tout début de votre intervention. Vous nous avez dit que la réponse de Mirabeau à Dreux-Brézé instituait le peuple en souverain. Moi, j'ai une vision un tout petit peu différente. Je dirais que cette réponse-là institue les élites populaires en souveraines. Et par la suite, il y a une tension permanente pendant la Révolution entre la volonté des élites de conserver le pouvoir et le peuple qui voudrait bien y accéder. Alors, je vous pose la question suivante. Est-ce que vous ne voyez pas, justement, dans cette tension, la matrice à la fois de l'échec de toutes les révolutions qui ont suivi, 1830, 1848, 1870 et pratiquement jusqu'à nos jours, et en même temps, le fait que cette tension fait précisément transforme le mouvement révolutionnaire en un objet chaud. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette tension entre, et on le voit encore, on le constate aujourd'hui encore, entre les élites qui voudraient monopoliser le mouvement quand il accède au stade d'objet révolutionnaire, et d'un autre côté, le peuple qui voudrait bien que non seulement on le considère un acteur de la révolution, mais qu'on institue les droits qui lui permettraient d'intervenir véritablement dans le processus révolutionnaire. Je suis non seulement complètement d'accord avec vous, mais je pense que vous le dites vraiment très bien. Donc je souscris à tout ce que vous dites. Je n'ai qu'une toute petite réserve, c'est que ce que vous devinez à travers la résistance de Mirabeau à l'ordre donné par le marquis de Brézé, vous ne faites que le deviner, parce que rien à l'intérieur de la salle des menus plaisirs ne témoigne pour ce que vous dites. Mais il est certain que la contradiction est en effet à l'intérieur de cette résistance. Et Mirabeau lui-même sera d'ailleurs répudié par le peuple qu'il avait adoré. Donc, premier temps, le peuple adhère à 100% à Mirabeau, et très vite, quand on découvre qu'il a des accords avec la cour, très vite, le peuple se détourne de lui. Mais d'accord avec la perspective sur la contradiction qui habite cette réalité de souveraineté et qui se développera dans les années suivantes et dans les décennies et dans les siècles suivants. Et je dirais jusqu'à notre modernité, voilà, l'histoire contemporaine, oui, bien sûr. Et c'est pas terminé, je le crois. Merci pour votre exposé tout à fait intéressant. Je voulais confirmer une première chose déjà pour ce qui concerne la guillotine dans les manifestations. Elle n'est pas imputable aux Gilets jaunes en fait. Elle est imputable aux dernières manifs en 2019, relatives notamment aux lois sur les retraites en fait. Mais je voulais votre avis sur une autre question. J'ai quand même le sentiment que la dimension économique est un petit peu sous-estimée dans l'analyse de la Révolution, à savoir que vous avez évoqué tout à l'heure une réflexion sur la souveraineté, mais en réalité, le roi devait aussi subvenir aux besoins du peuple, en fait. Et il se trouve que dans les années qui précèdent la Révolution, on a une alternance de périodes où il y a une réglementation très forte sur le prix du grain, puis des périodes où la réglementation saute en fait. Et en 89, dans la période qui a précédé la Révolution, on s'est aperçu que finalement le roi avait accepté de déréglementer le prix du grain sous la pression des physiocrates en fait. Donc il se trouve que en fait le prix du grain, qui est absolument fondamental pour le peuple, explose. Et en réalité, ce qui se passe, c'est la famine, la disette, et puis les révoltes en masse, en fait. Donc j'ai le sentiment que, dans le fond, les idées, c'est important. La réflexion sur la notion de souveraineté, c'est très important. Mais il y a des choses quand même très triviales, très terre-à-terre, qui sont réelles et qu'il ne faut pas occulter, à savoir que, dans le fond, on a déjà une pression physiocrate à l'époque, qu'on peut dire, les physiocrates, on peut dire en quelque sorte, ce sont les ancêtres des néolibéraux, des libéraux d'aujourd'hui, qui ont tout fait pour déréglementer les marchés et qui n'ont rien vu des conséquences
de ce que ça pouvait faire, cette déréglementation. Et cette déréglementation, finalement, a propulsé, enfin, a fait plonger le peuple dans la misère la plus totale, en fait. Hein. Alors, complètement d'accord avec vous. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup d'économie, mais c'est au cœur du livre. Hein. C'est au cœur du livre. C'est des idées, encore une fois, portées par des forces sociales. Et ces forces sociales, elles prennent un ancrage dans les réalités économiques. Tout le travail du XXe siècle aura été, au fond, de travailler sur les structures économiques et sociales, ce que non seulement j'assume, mais je suis un des participants, au fond, de ça. Et donc, c'est pour moi une dimension énorme. Sur tout ce qui est tentative de réforme de Turgot à Necker, en quelque sorte, donc à la veille de la Révolution, là aussi, j'apporte, j'espère, des éclairages intéressants, mais je prends ça non seulement en considération, mais c'est un facteur déterminant. Encore une fois, pour résumer les choses, c'est les idées, l'économie et les acteurs. Voilà mon triptyque. Une dernière question. Quelqu'un, non? Oui, monsieur. Et ça sera la dernière, puisque, étant bailli, je lèverai la Merci pour votre brillant exposé. Moi, je voudrais poser une question un petit peu... disons... est-ce que vous pensez qu'actuellement les conditions seraient réunies pour un soulèvement populaire de cette importance? Non. Non, je ne le pense pas. Mais je pense que nous sommes probablement à la veille de quelque chose. Il y a trop d'insatisfaction dans ce pays, trop de misère, trop d'exclusion, trop d'incapacité des élites politiques à les prendre en compte, du système politique lui-même d'ailleurs, au fond, à l'assumer et à proposer des réformes qui répondraient à cette situation pour qu'il ne se passe pas quelque chose. Maintenant, je pense, mais ça c'est évidemment une opinion à moi, je pense qu'il faut sortir du schéma qui nous avait conduit à envisager des utopies qui n'ont, à mon avis, qui ont fait preuve de leur non-pertinence en quelque sorte, et je crois d'ailleurs que plus personne, au fond, ne les défend. Je parle des révolutions communistes et de ce qu'il s'en était suivi. C'est un échec. C'est un échec pas seulement au plan des libertés publiques, mais également parce que l'économie administrée, ça ne marche pas. Et donc, il ne faut pas faire comme si ça pouvait marcher. En revanche, si on écarte, au fond, la voie qui avait été ouverte magnifiquement et glorieusement par Gracchus Babeuf, parce que c'est lui qui a été quand même le premier communiste, un type absolument magnifique et dont je salue la mémoire. Si donc nous n'avançons pas dans cette voie-là, il nous faut quand même revenir à une considération sur l'état de droit qui intègre la notion de droit à l'existence. Si les populations ne peuvent pas jouir de ce minimum de droit qui suppose que l'État redistribue les richesses de telle façon que chacun puisse jouir des libertés qui sont instituées et proclamées, alors l'état de droit n'a pas de sens, tout simplement. Et ça, nous en avons tous conscience, et c'est dans ce sens qu'une révolution, s'il doit en être une, pourra être, à mon avis, utile et certainement nécessaire à la régénération du système politique, je le crois. La théorie du ruissellement est une utopie. Bon, écoutez, l'année prochaine, lors des journées révolutionnaires, puisque nous serons en révolution, je vous souhaite de revenir encore une fois, et puis surtout, donc, ce livre formidable. Alors, vous allez signer quelque part, je crois. Il est dédicacé là-bas. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus. Merci.